Bonjour à tous et bienvenue dans SimMove, le premier podcast de simulation en santé en français, en collaboration avec le magazine SimZine. Je m'appelle Fouad Marar et je serai l'heureux animateur de ce podcast. Je suis médecin, enseignant en santé et surtout passionné de simulation en santé depuis plus de 15 ans. À travers chaque épisode de cette série, nous tenterons de mettre en lumière les acteurs et les initiatives qui font la simulation d'aujourd'hui et de demain dans le monde francophone. Alors, que vous soyez un expert en la matière ou juste curieux d'en savoir plus, je pense que ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, allons voir ce que notre invité du jour a d'intéressant pour nous. Et allons voir donc notre invité du jour qui est assez loin de nos bases toulousaines, qui est à La Réunion, l'île de La Réunion. Notre invité s'appelle Médéric Descoings. Bonjour Médéric. Et bonjour Fouad, bonjour les simulationnistes, et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Potentiellement, il y aura un petit peu de décalage puisqu'on est quand même à plus de 8 heures d'avion l'un de l'autre. Mais la simulation, c'est aussi gérer le décalage. On verra bien comment on s'en débrouille. Première question pour toi, Médéric. Je suis ravi de t'accueillir parce qu'on a encore un profil, j'aime pas trop dire atypique parce que tu es bien typique de toi-même. Mais on a un profil qui n'est pas typique en simulation. Tu n'as pas un background de soignant, comme on le dit, et tu as un parcours qui est assez intéressant et qui va nous permettre de dessiner cette discussion autour, pour le dire franchement, du cerveau. Hein, c'est un peu ton truc à toi, le cerveau. Ce que je vais te demander, c'est de nous parler du cerveau et de ton lien au cerveau, ce qui va amener à une discussion intéressante et de nous expliquer, bien entendu, comment toi et ton parcours autour des neurosciences vous avez fini par arriver dans le monde de la simulation. Je te laisse la parole, Médéric. Eh bien écoute, alors moi je suis scientifique de formation, donc je faisais de la recherche en neurosciences et en neurophysiologie dans des laboratoires INSERM, CNRS, et puis dans des unités à New York, à NYU. Et où je m'intéressais en fait principalement au mécanisme de prédiction cérébrale, comment le cerveau prédit. Et là, on verra comment ça nous intéresse pour retomber sur la simu. Et puis après, en fait, je suis tombé dans la simu un peu par hasard. J'ai fait un choix de vie pour arriver à La Réunion, c'est-à-dire j'ai suivi ma femme et puis 2013, juste après mon arrivée, il y a une offre d'emploi qui tombe du CHU de La Réunion et qui cherche quelqu'un spécialisé en sciences cognitives et en simulation en santé, dans les apprentissages. Et là, ça match bien avec mon CV sur les neurosciences cognitives. Et je suis recruté comme ça, en fait, un peu par hasard. Et j'ai commencé la simu, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire, j'ai vu, je me rappelle toujours, moi j'ai commencé avec la réanimation néonatale. On m'a fait découvrir ce que c'est que la réa néonate, donc tour de service par un néonatologue, Francesco Bonsanté, qui me fait découvrir l'environnement. Et là, déjà, première claque, parce que moi, j'étais jamais rentré dans une unité de néonate. Et la deuxième, c'était après formation réa néonate, avec Karim Jamalbé à l'époque, qui était l'un des premiers à faire de la simu chez nous sur la réa néonate. Et deuxième point, en gros, tu vas bosser sur comment on apprend la réa néonate avec la simulation de fidélité. C'est ton projet de recherche que tu vas devoir mener. Et puis là, il faut apprendre la réa néonate et tu te retrouves tout seul devant un mannequin, un newborn à l'époque, tu vois, une table de réa, le matos, et puis vas-y quoi. Donc Ouais. c'était un peu le grand saut dans le grand bain. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à bosser sur les apprentissages et la simulation sur la réa néonate. Et puis après, j'ai monté des projets sur la conscience situationnelle avec des financements européens. Et puis voilà, de projet en projet sur tout ce qui est apprentissage de l'intubation. Puis au fur et à mesure des années, tous les sujets un peu passionnants qui naissent de l'interaction avec la pratique médicale ou soignante. Parce que maintenant, j'ai dû faire plus d'une vingtaine de projets de recherche vraiment sur la CIMI. Et ça va de la perception du temps et de la métacognition temporelle, ça c'est mes derniers sujets, à la détection automatique des émotions avec l'IA
dans les apprentissages et potentiellement pour le débriefing. Euh, avec du multi-pro, les premières choses qu'on avait faites en 2014-2015, avec aussi de la conscience situationnelle dans les situations simulées. Bon, bref, tu vois, c'est assez riche. Et c'est aussi un petit peu le point, c'est, je pense, la liberté de pouvoir aller, en fonction des questions, tu vois, des soignants qui sont liés à la formation, ben, aller potentialiser ça et essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans la tête, quoi. Ouais, magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends parce que il y a trop de mots-clés et donc j'annonce directement que cet épisode va être bien trop long. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le centre de Simu, le laboratoire de Simu, pour toi, Médéric, il y a à la fois l'objet de développement de compétences et l'objet de recherche. Ce qui n'est pas forcément Mm. ce qui est pas forcément le cas de tous les centres de simulation qui sont plutôt des centres de formation globalement. Et pour toi, ça n'a pas d'autre option possible dans le sens où ce que tu sais faire, c'est établir des protocoles de recherche et euh, faire des mesures de ce dont nous on parle. Quand nous on dit émotion, quand nous on dit cognition, quand nous on dit épilepsie, peu importe, c'est des trucs de soignants. Tu fais partie de la bande maintenant, mais toi derrière ces questions qu'on se pose, comme tu l'as dit, tu cherches des moyens de mesurer. Et moi, je pensais pas rentrer aussi rapidement dans le vif du sujet, mais pourquoi pas commencer par les émotions, par exemple. Moi, les émotions, je trouve que on en fait une affaire assez sérieuse en simulation, pour la bonne et simple raison qu'on on génère énormément d'émotions, qu'on sait qu'on doit avoir ce qu'on appelle en anglais un buffer de l'émotion, on doit essayer de la tempérer à minima pour pas qu'elle devienne contre-productive. Mm. Mais toi, ça t'intéresse pas trop ça. Ce qui t'intéresse, c'est comment on fait pour mesurer l'émotion. En fait, c'est presque une question que je te pose. Toi, en tant que neuroscientifique de formation, quand tu entends émotion, qu'est-ce qui clique dans ta tête? Au centre de Simu, bien entendu. Euh, Ouais, bah alors ça c'est vrai, c'était vraiment une question, tu vois, moi qui est venue peut-être un petit peu tardivement, tu vois, dans ma pratique même de formateur en simu. Hein. C'est on parle toujours des émotions. Tu le dis clairement, c'est la première question qu'on m'a posée dans un débrief, ça va être ben, comment vous êtes senti. Et on attend quelque part tu vois, que le débriefeur il commence à prendre en compte les émotions des apprenants et que là-dessus, en gros, soit c'est plutôt safe et à ce moment-là, il peut y aller, soit il faut qu'il s'en occupe. Et la vraie question, c'est moi qui m'est venue, c'est mais en fait, comment on est capable de les percevoir ces émotions. Et puis ben là, tu fais de la littérature, tu te rends compte que même les experts, en fait, on n'est pas très bons pour détecter les émotions chez nos semblables. Hein. Excepté peut-être l'exemple un petit peu atypique, ce serait chez ta femme parce que tu as tellement l'habitude que dès que tu vois un petit point qui pointe, tu dis ça veut dire tac tac et tu l'as voilà. Mais autrement on n'est pas très bon et j'irais presque encore plus chez les soignants puisque je dirais dans le domaine on va dire du soin, on est presque tu vois, à plutôt cacher nos émotions. C'est-à-dire que quand ça va pas ou quand il y a quelque chose d'un peu hard, ben on doit être placide, on doit être froid, on doit gérer la situation. Tu vois, c'est presque quelque chose qui est sous-jacent. Et quand tu continues à chercher là-dessus, tu te dis, ben en fait, aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui permettent la détection des émotions automatiques. Alors c'est du machine learning ou de l'IA. Hein. Et quand je me suis posé la question, ben, je dis, bah, allez, go, on va filmer. Et donc j'ai commencé par me filmer moi en situation, et puis après tu regardes les vidéos, et puis tu dis alors qu'est-ce que tu as comme émotion hein, hein. Alors typiquement je faisais ça dans mes activités de travail, tu vois, ou quand je fais de la biblio, et puis je me rendais compte en fait que j'étais triste quand je faisais de la biblio. Et c'est Hmm. intéressant, c'est que les émotions elles fluctuent toutes les secondes, t'en as plein plein plein. Et on est capable en fait que d'identifier certains états. Et puis en simu, c'est souvent des questionnaires, tu vois. C'est qu'on pose la question après. Comment tu t'es senti? Tu dis bah plutôt bien. Est-ce que j'étais heureux, triste? Bon, c'est des questions, tu vois, qui sont. Alors dit, est-ce que tu étais stressé? Je dis ah ouais, le stress, ça je connais un petit peu mieux, mais c'est pas vraiment des émotions non plus. C'est autre chose comme type de réaction. Et puis là, tu mets un détecteur automatique
avec une IA sur le machine learning sur les émotions, et en fait, ça va te faire des profils émotionnels sur ce que t'es, quoi, au cours du temps, tout le temps. Ouais. Et, 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 euh, et comme ça, en fait, tu peux apprendre à détecter les émotions. et une fois que tu as affiné la mesure, parce qu'il y a les papiers hein, sur émotion et simulation, et puis on connaît tous les papiers un peu Princeps, il Mm. y a Posner et Leblanc qui ont écrit là-dessus. Moi, à mon sens, ça reste la partie conceptuelle de la gestion de l'émotion en simulation. Toi, tu rajoutes une brique de mesures pragmatiques, de données Mm. probantes, si j'ose dire. Mais ok, ils ont posé les concepts, on mesure. Qu'est-ce qu'on en fait après? À quoi ça pourrait nous servir d'être plus fin sur la détection des émotions dans un laboratoire de simulation? Bah, typiquement pour le débriefing, c'est-à-dire que, tu vois, on parle toujours des émotions à valence positive ou négative pour l'apprentissage. Euh, Aujourd'hui, quoi, depuis longtemps, hein, on sait que les émotions à valence négative, ça permet quasiment aucun apprentissage. Donc, il vaut mieux avoir des émotions à valence positive. Si t'es pas capable de détecter l'état de tes, on va dire, de tes participants à tes simus, en fait, tu sais pas dans quel état ils sont. Et en fait, quand tu prends le système limbique avec les émotions et toute la connexion avec le cortex frontal, plus tout le reste du cerveau, là, on parle un peu neuro, hein, mais euh, tu peux avoir des inhibitions, alors que ce que toi tu veux développer dans l'apprentissage, c'est plutôt des connexions. Donc c'est plutôt potentialiser le système que d'inhiber. Et donc, très, très clairement, c'est se dire qu'on met les apprenants, tu vois, on parle de sécurité psychologique, mais on parle aussi de sécurité émotionnelle, se dire qu'on met nos apprenants dans des situations émotionnelles plutôt positives pour leur permettre de développer leur réseau pour l'apprentissage, ça serait quand même plutôt favorable. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Et puis, être capable, toi, comme formateur, finalement, de détecter l'état de tes apprenants, l'état réel, ça permettrait vraiment de potentialiser un petit peu ton action. Ouais. Et bon, nous, on a fait ça en 2023 avec des étudiants IAD. Et ce qui était intéressant, c'était de voir, tu vois, sur l'intubation en simulation de fidélité, l'intubation difficile. Et en fait, tu te rends compte que quand ils ratent, tu as une espèce de tristesse euh, pré-erreur et que ça les poursuit dans la suite de l'apprentissage. Et en fait, tu te rends compte que ils mettent plus de temps à apprendre que les autres. Donc ça avait déjà été rapporté, mais tu vois, peut-être pas, on va dire, objectivé de cette manière-là, quoi. Et Ouais. donc moi, Dans l'idée un que j'avais, contexte. ouais, donc l'idée qui était un peu derrière, c'était de se dire, si on est capable de pouvoir détecter les émotions, plutôt de, on va dire, avec un bon niveau de détection dans les simus, et de donner cette info au débriefeur, ben, ça pourrait permettre, tu vois, d'améliorer la qualité des débriefings et d'apprentissage. Yes. Bon, après on a des restrictions, hein, donc l'IACT européen nous met un peu des bâtons dans les roues, mais voilà, c'est des possibilités en tout cas. Ouais, donc le cadre réglementaire est une limite à ce qu'il est capable, à ce qu'on est capable de mesurer, mais déjà dans ce cadre-là, on est capable d'aller quasiment en direct et en simultané, Mm. de savoir. Moi, j'ai vu les données que tu m'as montrées, qui étaient plutôt sur une courbe ou avec un code couleur ou une cible, peu importe, Mm. vers quelle émotion on penche, et quelque part, ça pourrait donner une couleur à la façon dont le scénario est mené et avec une standardisation d'une façon de faire qui permettrait de dire, de cette manière-là, on a tendance à amener plutôt ce type de profil d'émotion chez ce profil d'apprenant, parce qu'on est toujours dans, Mm. tout le monde est différent, on est dans de l'interpro. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, pour moi, ça questionne vraiment, profondément même, la définition de l'apprentissage. Et moi, j'aime bien parler avec des gens qui mesurent de manière objective ce qui se passe dans un cerveau qui apprend, notamment un cerveau adulte, le super terme pompeux de l'andragogie. Moi, on m'a appris Mm. que apprendre, c'était opérer un changement lié à une expérience. D'accord? Mais quand tu le dis comme ça donne un petit côté mystique et magique qui est totalement faux, entre guillemets, parce que c'est pas parce que tu as vécu l'expérience qu'il se passe des choses automatiquement. Et nous, on a une chance extraordinaire en simu, c'est qu'on peut quasiment designer une action tout court. Le A, c'est action, des actions, un set d'actions
On peut les répéter, on peut les rendre délibérés, et tout ça juste par la façon dont on a créé notre environnement de simulation. Et donc, on fait ce qu'on appelle du changement neuronal. Et j'en ai peut-être déjà trop dit, mais neurosciences, andragogie et simu, quand on te dit ça, toi, quelle est ton approche? Une journée de simu, ça veut dire quoi d'un point de vue neuroscientifique pour toi? Bah, alors moi je commence. Alors il y a un petit point quand même qui est intéressant, c'est que tu dis bah il y a une définition de la simu, il y a une définition de l'apprentissage. C'est quoi apprendre? Et dans tu vois dans notre domaine de la simu, si tu me demandes, bon, si je te demande une définition de l'apprentissage, c'est quoi? Quels sont les concepts qu'il y a dedans? Est-ce que c'est du Schmitt des années 70, 80, 90? Tu vois de quand elle date ta définition de l'apprentissage? Moi, j'aime bien dire, bon, en neurosciences, c'est une science qui est récente. Et Oui. tu vois, bah, une des définitions que j'aime bien actuellement, c'est une définition de Carl Friston, tu vois. Et en gros, c'est le cerveau apprend en réduisant l'écart entre ce qu'il prédit et ce qu'il perçoit dans l'action, tu vois. Mhm. Donc, on parle de mécanismes prédictifs, et là, tu vois un petit peu mon attrait pour ces mécanismes-là dans le cerveau. Et en fait, pour moi, on peut pas parler d'apprentissage ou quand on parle pas de prédiction, en fait. C'est-à-dire que dans toutes les situations dans lesquelles tu vas être en simu, tu as ton scénar, tu vas anticiper les conséquences de ce que tu es en train de faire. Et tu dis, bah, tu peux fine-tuner, tu vois, toutes les conditions, etc., les contraintes, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir provoquer telle réaction de tes participants dans la simu, telle autre. Bah, en fait, c'est un petit peu ça, tu vois, c'est finalement, tu vois, le cerveau, il est dans une situation, il prédit quelque chose, et l'apprentissage, c'est, bah, il doit réécrire son script. Tu vois, Ouais. c'est un petit peu l'idée, quoi. Euh, et puis dans ce cadre-là, tu vois, on parle de l'erreur. Et l'erreur, en fait, ben, c'est pas un bug, c'est pas quelque chose qui a un statut, on va dire, vraiment de fin de quelque chose. Dans ces modèles-là, c'est un signal d'ajustement. Et Et ce qui est intéressant, c'est que bah, ce signal d'ajustement, en fait, il permet de modifier ce qu'on appelle les représentations en neurosciences. Mais tu vois, il y a plein de termes, plein de définitions dans plein de domaines. Mais en gros, c'est finalement l'apprentissage, c'est connaître nos potentielles capacités d'action en fonction de nos représentations. est-ce que je dis une bêtise si je dis que, parce que c'est une conversation qu'on a un petit peu débuté avec Guillaume de Cormeil sur la simulation numérique, est-ce que je dis une Mmh. bêtise si je dis que les patterns de reconnaissance, donc ceux dont tu nous parles, c'est cette capacité à anticiper ce qui va se passer, donc s'améliore avec l'apprentissage, et c'est ce qui, quelque part, différencie les très hauts performants par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité beaucoup plus ancrée à reconnaître des patterns, un peu comme le joueur d'échecs de très haut niveau ou le golfeur de très haut Mmh. niveau. Est-ce que c'est de ça que tu nous parles? Ouais, alors cette reconnaissance de pattern, tu vois, il y en a qui l'ont théorisé, c'est des théories sur tout ce qu'on appelle les théories dynamiques ou écologiques, hein, qui découlent des travaux de Bernstein dans la fin des années 60, et c'est le principe d'affordance. Et ça, c'est aussi vachement intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, l'information, elle est présente dans ton environnement, dans le flux perceptif, tout le flux perceptif que tu vas avoir, et tu deviens expert quand tu es capable de la percevoir et puis d'agir. Ça, c'est les fameuses boucles perception-action. Et donc, bah oui, en fait, devenir un expert, c'est être capable, tu vois, de pouvoir prélever toute cette information-là. Et on pourrait même le pousser, tu vois, dans tout ce qui est raisonnement clinique. C'est-à-dire les anciens praticiens, tu vois, ils rentrent dans une chambre, ils voient un patient, et en fait, ils ont déjà prélevé plein d'informations que des jeunes n'ont pas prélevées, et ça oriente leur diagnostic sur la base de l'expérience, hein, du vécu, de ce qu'ils ont Hmm. pu rencontrer, agir. Mais finalement, ça serait un petit peu ça, tu vois, le principe de capacité à détecter les patterns, quoi. Ouais. Donc En tout c'est cas, c'est un peu ce qu'on l'information. attribue, c'est un peu ce qu'on attribue nous dans le domaine des soins
C'est ce qu'on appelle indirectement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'expérience. Quelque part, celui qui est plus expérimenté, ce n'est pas qu'un savoir supplémentaire qu'il détient, c'est une capacité à reconnaître des choses qui sont peu prévisibles. Et alors surtout, bon, mais toi, tu as commencé avec la néonate, la réanéonate, les soins critiques, c'est souvent là qu'on voit ces gaps-là. Est-ce que, de manière un petit peu schématique, on peut vraiment dire qu'on fait des neurosciences appliquées dans un centre de simulation? Alors, bonne question. Alors, on fait des neurosciences appliquées quand tu es capable de prélever de l'info sur le fonctionnement cérébral. Ou en tout cas, de manière indirecte sur la sortie. Mais il faut en avoir conscience. Tu vois, c'est toujours un petit peu la question, c'est si t'as pas conscience que tu fais des neurosciences, t'en fais pas en fait. Si t'es pas conscient de quels sont les processus qui sont impliqués dans la tête de ton apprenant en situation, ben en fait tu fais pas des neurosciences appliquées en tout cas. Ouais, Donc ça c'est un petit peu le truc, c'est-à-dire que tu peux avoir la curiosité de te demander comment ça fonctionne. Alors, est-ce que, je sais pas, mes participants, ils sont attentifs? Est-ce qu'ils ont une conscience situationnelle, tu vois, de la situation? Est-ce qu'ils sont capables de prédire l'évolution de cette situation-là? Qu'est-ce qu'ils prennent comme info? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, tu vois, la surcharge cognitive, la double tâche, qu'est-ce qu'ils prennent comme information? Quand tu commences à réfléchir comme ça, ouais, tu commences à faire des neurosciences. Si c'est pas le cas, si c'est vague et flou, c'est un peu plus limité, tu vois. ouais. Ça veut dire que quand on a tous entendu ça quand on était plus jeune, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire que si tu n'es pas conscient que tu as protocolisé une mesure neurophysiologique, en fait, tu ne peux pas de toute façon établir des conclusions qui te serviront pour les séances suivantes. Moi, j'ai appris qu'un lab de simu, c'était un endroit où on faisait des expériences. D'ailleurs, dans tous les papiers que je lis souvent, dans les matériels et méthodes, on nous dit que ça a été fait de manière quasi expérimentale. Et c'est assez intéressant de se dire on est tous quelque part chercheurs quand on travaille au centre de simu, puisqu'on cherche des fois en sciences éducationnelles, d'autres fois en sciences cognitives, parfois quand on en est conscient, qu'on le mesure en neurosciences appliquées. Et moi, j'aime aussi beaucoup ces nouveaux champs de la recherche parce que c'est quasiment impossible de pas être intéressé par le cerveau, en fait, quelque part. Moi, je connais peu de gens qui passent leur chemin quand on leur apprend un fonctionnement. Moi, quand j'ai compris la neuroplasticité, enfin, je dis pas que je l'ai compris, mais quand j'ai appris que la neuroplasticité, il y avait plusieurs façons de l'appréhender et qu'en fait, il y avait des choses qui se créaient, mais d'autres qui se créaient pas, ça m'a ému, entre guillemets, tu vois. Pour moi, c'est hyper stimulant intellectuellement. Est-ce que tu rencontres, toi, dans le cadre de tes collaborations au-delà de ton centre de simu à La Réunion, des personnes qui prennent la simulation comme un endroit où on fait des neurosciences appliquées? Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as des collaborations là-dessus? Alors, j'ai pas que je réfléchisse. Bah après, quoi, ça dépend un petit peu, tu vois. C'est que je pense aux travaux que Guillaume de Cormeil a fait. Tu vois, on avait beaucoup échangé là-dessus, justement sur comment on pourrait aller chercher un peu plus d'infos et on a commencé à réfléchir pour mettre de l'EEG ou de l'eye tracking dans, dans ces expériences, tu vois, de sim numérique pour identifier des profils, pouvoir avoir un peu vraiment des infos sur qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, Euh, Après, c'est une approche qui est assez particulière parce que moi je dis souvent, tu vois, le problème des neurosciences, c'est que c'est pas simple, c'est complexe et que si c'est pas ton métier ou que t'es pas vraiment passionné, c'est difficile de rentrer dedans. C'est difficile et tu vas préférer, tu vois, des modèles, on va dire sur l'apprentissage qui vont être plus simples. Perception, traitement de l'information, action, feedback, et tu fais des boucles, tu vois, ça c'est des modèles hyper simples, anciens. Mais si ça te va bien, bon, bah, c'est pas la réalité, mais tu vas fonctionner avec ça. ouais, Si tu dois commencer à creuser vraiment sur, tu parlais, tu vois, de plasticité, donc là, tu vois, moi, je pense aux travaux de Giorgio Busacchi là-dessus sur la consolidation et puis la répétition.
où tu vas te rendre compte en fait que dans ce cadre-là, et toi tu l'as peut-être vu aussi, finalement l'apprentissage c'est pas vraiment ce qui se passe dans la salle de simu, quoi, si en partie, mais c'est ce qui va se passer entre deux séances de simu. Est-ce que tu vas bien dormir? Est-ce que tu vas y repenser? Est-ce que tu vas analyser ce que tu as fait? Est-ce que tu vas y repenser? Est-ce que tu vas reprojeter? Est-ce que ah oui tiens si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé, etc. Tu vois, des processus un peu métacognitifs. Mais toutes ces choses-là, ça va construire vraiment ton apprentissage. Euh, voilà, donc c'est un petit peu, je sais pas si j'ai répondu complètement, mais donc peu, et j'irai peut-être de plus en plus, si je vois de plus en plus de travaux, tu vois, dans les congrès où on commence à vraiment s'intéresser à vraiment comment fonctionne le cerveau dans les situations de simu, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. On le voit, hein, de plus en plus de personnalités qui commencent à venir à la Simu par un prisme qui n'est pas celui de la clinique d'emblée. Mm. Et ça donne, moi je trouve que c'est la partie collaborative, c'est-à-dire qu'en fait ça nous donne à réfléchir autrement que par celui du soignant qui raconte une histoire de soins. Et on s'adresse, l'air de rien, à des cerveaux. Et en fait, on sait déjà à peu près, on sait déjà quand même, malgré la complexité, comment faire pour modeler une partie du cerveau, notamment quand on a la chance de pouvoir l'anticiper, le préparer, le répéter. Mm. Moi, j'aimerais que le centre de simulation, ça devienne un endroit où on crée des habitudes, où on vienne créer les bonnes habitudes et on vienne se délester des mauvaises habitudes. Typiquement en communication, si tu entraînes un leader à parler en dernier dans une réunion 2 fois, au bout de la 10e fois, il va reprendre ses anciennes habitudes. Mais s'il passe au Mm. centre de simu toutes les semaines et que le seul scénario qu'on lui fait faire toutes les semaines, c'est une réunion dans laquelle il prendra la... En fait, il s'enlève son bad habit et il la remplace par une bonne habitude. Et en fait, moi, je trouve que c'est un endroit extraordinaire pour ça, le centre de simu. Et ma rencontre aussi avec ton projet et ton profil m'a beaucoup fait réfléchir et c'est la raison pour laquelle je suis ravi qu'on puisse discuter. On n'a toujours pas parlé de ce qui se passait à la Réunion, mais promis, on y arrive. Écoutez, jusqu'à la fin, vous allez savoir ce qui se trame. On est parti sur ce qui se passait en dehors du champ de la simu et tu as abordé ce qui se disait ailleurs. Est-ce que en tant que expert en simu, on peut le dire, tu as des collaborations ou en tout cas des actions dans le cadre de nos sociétés savantes, de nos instituts représentatifs, et si oui, lesquels, qu'on en sache un peu Mm. plus? Euh, alors moi, j'essaie de participer quasiment depuis que j'ai commencé la SIMU aux deux instances, celle nationale, hein, la Sofrasim, donc le plus possible, et puis le Sésame. Euh, donc, on va dire, je suis un participant plutôt actif dans ces événements-là, toujours à essayer de communiquer aussi sur les travaux que je réalise. Euh, Là, depuis cette année, donc il y a une question de timing aussi, tu vois. On fait des choix de vie. Donc moi, j'habite plutôt loin. C'est pas toujours facile de se déplacer et puis d'interagir avec la communauté quand tu es à 11 000 kilomètres. Et puis, je crois aussi c'est des choix de vie, hein. Je suis arrivé par choix de vie à La Réunion. J'ai des enfants qui grandissent maintenant, et donc là, j'ai un peu plus de temps, et donc je m'investis un petit peu plus. Surtout au niveau du Sésame, donc depuis cette année, donc avec le comité opérationnel et technique innovation avec toute la partie IA du Sésame, l'évaluation des centres de simu aussi. Et puis là cette année, je vais commencer suite à l'édition de cette année à Valence le programme de mentor. Donc je vais, comme toi d'ailleurs, hein, Yes. je vais commencer à mentorer et à aider des jeunes qui rentrent dans la simu à développer leur parcours, leurs compétences. Et ça, je crois que c'est vraiment pas mal. Alors moi, je dis souvent, c'est peut-être presque même, on va dire, le guide. On sait, je pense, avec l'expérience et les années, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et c'est un petit peu comme, je dirais, comme les médecins, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc j'ai fait euh, j'ai fait plein de boulettes et j'ai fait des choix, et si vous voulez arriver à d'autres endroits, il faut peut-être faire des choix différents. Donc Ouais, bien c'est sûr. peut-être plus Je, partager l'expérience.
partager d'expérience, quoi. Je me permets de faire une petite pause sur ça parce que j'ai pas l'impression que les gens réalisent l'opportunité. On a effectivement, quand on est français ou francophone, alors nous en France, on a la possibilité d'être rapidement et facilement actif au sein de la société francophone de simulation, hein, la Sopra Sims. Pour les amis canadiens, on est plutôt sur du CanSim et d'autres sociétés savantes parce qu'il y a toujours cette dualité francophone, anglophone. Et pour ceux qui sont pas trop mal à l'aise, hein, je pense que c'est la limite qu'on peut se poser avec l'anglais. Le sésame est une vraie opportunité pour la bonne et simple raison que la vertu du sésame est pas de représenter une partie de l'Europe, c'est vraiment d'être une entité internationale basée en Europe. Donc au sésame, on a dans les membres du bureau des gens qui viennent d'Australie. On a quasiment tous les pays du monde qui peuvent adhérer au sésame. On a de plus en plus de pays d'Afrique et d'Amérique du Sud qui font partie de l'organisation. Et je le répète là, je l'avais publiquement, j'avais donné l'astuce publiquement. J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup pris, mais pour être membre du sésame, ça coûte 85 € l'année. Et à partir du moment où vous êtes membre actif du sésame, c'est-à-dire que vous avez payé votre cotisation, bon, vous avez un prix sur le congrès, enfin, vous avez les attributs des membres. Je crois que vous avez la possibilité d'être abonné, si je dis pas de bêtises, à Advance in Simulation, qui est un journal de simulation qui publie des papiers très intéressants. Mais surtout, pour 85 € par an, vous avez la possibilité de choisir quasiment sur mesure un des mentors experts internationaux en simulation, quasiment sur un sujet qui est un sujet d'intérêt. Si vous voulez devenir un expert de la formation de formateurs à l'international, ben moi je peux vous guider. Si vous voulez faire des neurosciences appliquées en simu, ça peut être Médéric. Mais on a une trentaine d'experts renommés qui publient régulièrement, des Vincent Grant, des Peter Dickman, des gens comme ça qui publient régulièrement et qui sont des chercheurs, voire même des experts internationaux en simu, et pour lesquels on a un accès via le membership. Donc moi, le conseil que je donne, c'est trouver 85 € et puis allez vous payer un coaching qui normalement coûte des milliers d'euros en fait. Et potentiellement, parce que c'est des choses que je sens venir, créer des collaborations sur de la création de parcours de simu, sur de la recherche en simu, et pourquoi pas être celui qui fait le futur papier multicentrique qui peut nous rendre service au niveau de la communauté. Donc voilà, la petite astuce sésame. Il faut parler un peu anglais, mais ça c'est un peu mon cheval de bataille. Il faut parler un peu anglais pour tout en fait. Il n'y a pas que pour la simulation. Et donc moi je trouve que c'est une bonne astuce pour avoir un mentoring pas cher. Et je te rejoins mais à 200% sur la relation de mentorat qu'on peut avoir avec quelqu'un qui s'est déjà embêté, pour le dire poliment, avec tout le quotidien de la simu, l'administration de la simu, le management de la simu, la négociation de la simu, l'industrie de la simu. C'est des choses qu'on peut pas maîtriser dans les premières années. Et quand on est seul, on ne fait que gaspiller des ressources. Voilà. Et les premières ressources qu'on gaspille, c'est les siennes, parce qu'on y passe 6 heures au lieu de 1. Et très vite, ensuite, on gaspille des ressources de nos équipes. Et c'est pas comme si les structures de soins avaient besoin qu'on fasse du gaspillage. Donc oui, un mentorat, un coup de fil. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous arrivez à choper quelqu'un qui a 5-6 ans d'avance sur vous et qui est disponible une fois tous les 6 mois pour un coup de fil d'une demi-heure, vous pouvez faire des milliers d'euros d'économies dans votre projet de simulation. Et d'ailleurs, moi, je me gêne pas pour passer un coup de fil ou quand je voyage, de poser mes questions à mes confrères qui sont en avance sur moi. Donc, merci pour l'astuce sésame et mentorat. J'aurais oublié d'en parler autrement. On peut continuer et peut-être se rapprocher de tes bases, puisque tu as dit que par choix de vie, tu t'es installé à La Réunion. J'aimerais bien que tu nous dises, que tu nous fasses un état des lieux du projet, du centre de simulation, de son organigramme, etc. Et puis surtout, sans trahir aucun secret, que tu nous racontes un peu ce qui se trame, parce qu'il y a vraiment un beau projet, notamment à l'université, qui est en train de se créer, vraiment basé sur la méthodologie simulation. Je veux bien te laisser la parole là-dessus, Médéric, s'il te plaît. Bah oui, en effet. Donc c'est que, alors, il y a la question de l'éloignement. Hein, donc à La Réunion, on est éloigné. La crise Covid a mis en pause beaucoup la formation. Et donc à ce moment-là, ça a été, avec les appels à projets, ça a été une opportunité de pouvoir en fait poser et faire financer la construction d'un centre de simu.
Et même c'est plus large que ça, hein, c'est un centre de formation et de simu. Et l'objectif, en fait, c'est de regrouper tous les acteurs de la formation dans le domaine de la santé dans une entité, donc une structure. Et donc on parle du financement d'un bâtiment, d'un centre de simu d'à peu près 5000 m², 3000 m² d'espace pédagogique. Donc ça, c'est en cours. Donc au niveau de l'activité aujourd'hui, bah, on est comme beaucoup un petit centre qui fonctionne dans des anciens locaux du CHU. Ce projet du CHU, il est aussi en partenariat avec l'université qui est la faculté de médecine, l'UFR Santé de La Réunion, qui est l'un des tout derniers jeunes UFR créés, qui est sorti de terre il n'y a pas très très longtemps. Donc il y a on va dire une dynamique autour de tout ça. Donc ouais, c'est un beau projet. Et puis on a toujours fait aussi beaucoup de coopération, c'est-à-dire que moi depuis maintenant, je crois 2014, la première fois, on fait des missions avec de la CIMU pour aller dans tous les pays de la zone océan Indien, pour aller former les équipes, former des formateurs, leur permettre de faire un transfert de compétences pour de la formation, pour améliorer la qualité de soins. Donc ça, c'est aussi un truc on va dire une activité, c'est même pas un truc, c'est une grosse activité et c'est une des missions qu'a su le CHU de La Réunion au regard de sa position et de la position de La Réunion dans l'océan Indien, hein, puisque c'est le seul territoire européen. Mmh. Donc il y a une question de rayonnement, il y a une question aussi donc on mobilise une question de rayonnement, de moyens, comment dire, ouais, de guide et d'apport de compétences vers les autres, vers nos voisins. Et donc ça, c'est hyper enrichissant, hein, parce que quand tu vas faire de la simu, je sais pas, à Madagascar, aux Seychelles, à Mayotte, alors même si c'est français, mais c'est assez particulier, donc on a des formateurs qui partent un petit peu dans tous ces environnements-là, aux Comores, Maurice, donc ça c'est très très enrichissant en termes de culture, en termes d'échange, de richesse humaine, et puis de situations rencontrées, hein, parce que tu fais de la simu à La Réunion, t'es plutôt pas trop mal. Sur les standards, on va dire, tu vois, français, européens ou internationaux, t'arrives, je sais pas, à Madagascar, là tu te retrouves dans l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un système de santé qui est ce qu'il est, tu vois, mais avec des soignants qui sont à fond impliqués et qui demandent qu'une seule chose, en fait, c'est de mieux soigner, quoi. Et donc, Ouais. mais avec leurs moyens. Donc, tu apprends aussi à faire du transfert, à t'adapter, à trouver des leviers, à trouver des nouvelles manières de former, à trouver des nouvelles manières de simuler, quoi. Et on est d'accord que tu deviens un expert de la simulation low cost, et quand on t'envoie un devis d'un matériel à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire de la communication, tu te dis à quoi bon, quoi. Mais oui et non, en fait, parce que tu as toujours là, tu te rends compte de la plus-value d'avoir du matériel ou pas, en fait. Quand tu veux faire de la réanimation néonatale, oui, tu peux avoir des petits poupons, mais c'est sûr que quand tu vas entraîner des équipes, tu vois, si tu commences à avoir un mannequin qui permet plus d'immersion, qui réagit, etc., bah, tu gagnes quand même aussi un petit peu, tu vois. Et Ouais. tu le sens aussi dans le développement des compétences des personnes avec lesquelles tu travailles, tu vois. Et puis, ben, en fait, tu apprends surtout que en fonction, et là c'est vraiment, il y a la question de l'outil, tu vois, qu'est-ce qu'on choisit comme outil en fonction des situations, à quel moment de l'apprentissage, du développement des compétences, mais en fait là tu apprends vraiment finalement à mieux choisir, parce que tu vas trimballer un Seaman dans un avion, etc. C'est pas toujours facile. Ouais. Il faut que ça arrive à destination, il faut que ça marche, il faut avoir tout ce qu'il faut, du wifi, du courant, etc. Tu vois, il y a plein d'environnements, et il y a quand même pas mal de gens qui sont exposés à ce genre de situation. Et tu vois, il y a une question d'adaptation et de choix pertinent, de la pertinence du choix initial. Et ça, c'est ce que tu apprends. Et tu apprends, au départ, tu pars un petit peu haut, et puis tu te dis, finalement, tu apprends à moduler, tu apprends à t'adapter. Ouais. Et Ouais, puis, ça, c'est pas mal, ouais. ça me parle Très beaucoup ce que tu enrichissant. dis, parce que la,
la partie, la bonne modalité pour la bonne simulation, on a l'impression que c'est un questionnement de super expert un peu raffiné, mais en fait, le plus tôt on apprend ça, et le plus tôt on se retrouve dans une zone optimale, parce qu'on n'est jamais embêté par une modalité qui serait parasite. Par exemple, si très tôt tu as acculturé à faire des écosses avec des acteurs sur des petites scénettes, très vite tu sauras quand est-ce que l'évaluation par les écosses n'apporte rien à tes étudiants. Donc tu en mettras peut-être moins en formatif. Si très vite tu te rends compte que l'usine à gaz du mannequin haute fidélité qui cligne des yeux, qui a les pupilles réactives, n'est pas adaptée sur du procédural, c'est pas évident. Hein. Je vois encore des gens qui s'entraînent à appliquer des Simman 3G, et ça, et alors c'est intéressant parce que c'est une question qui a l'air très senior comme ça. Or, le plus tôt on y répond, et une fois de plus j'insiste, le plus tôt on est dans l'optimal et on utilise les ressources à bon escient. Et ça me rappelle d'ailleurs que c'est pour 2025, c'est le titre du congrès de la BAS de cette année qui a décidé de faire le focus sur plusieurs modalités de simulation et d'expliquer, entre guillemets, modalité par modalité, quel serait l'usage sur lequel on serait plus d'accord. Alors il y a une super, j'essaierai de la mettre dans les notes, mais il y a une super mind map de la SSH sur le sujet, où vous cliquez sur une modalité et vous retrouvez avec toutes les possibilités potentielles qui ont été étudiées avec cette modalité. Ça, j'essaierai de le mettre parce que c'est une très belle infographie qui permet de comprendre ce que tu viens de nous dire. Donc forcément, quand on va aux Seychelles, malheureusement pas pour bronzer, hein, mais pour bosser, quand on va aux Seychelles, quand on va à l'île Maurice, quand on va à Mada, on s'adapte et on ne prend jamais, entre guillemets, en tout cas on apprend vite à ne pas prendre la mauvaise modalité pour l'apprentissage. Est-ce que localement, à La Réunion, en pratique, ça donne quoi? Vous êtes combien? Qui fait quoi? Dis-moi. Alors, nous, on a fait le choix il y a quelques années. Donc ça, c'était un choix, on va dire, institutionnel et puis aussi de ressources et d'éloignement. Hein. On avait fait le choix. Donc à l'époque, c'était avec notre ancien directeur médical Arnaud Wiener, d'essayer de mutualiser le plus possible. Donc pour la simu, c'est les formateurs, les structures, les ressources, etc. L'objectif, tu vois, c'est la mutualisation max, avec les limites que ça peut comporter, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, quoi. Donc on est combien? Ben, le centre de simu, alors pareil, on mutualise avec, tu vois, les autres organismes de formation du CHU. Hein, donc je crois que maintenant il y a 15 organismes de formation au CHU. Le centre de Simus en est un, le CESUS en est un. Après, il y a tous les IES, etc. Tu vois. Donc, sur le centre de Simu, on est statutairement on est 2 temps pleins et on a des temps partagés après avec la responsabilité, la direction médicale avec Rémi Girard. Donc on est une petite équipe. Après en formateur, on forme en local parce qu'on a créé un DU à l'époque avec Arnaud Wiener et puis aussi Morgan Jaffrelot, un DU de simulation qui est devenu un DU maintenant de pédagogie et de simulation en santé. Et on a à peu près, on va dire, une cinquantaine de formateurs actifs. Et on fait du in situ, mais aussi en centre de simu. Et c'est ça, c'est sans compter, vraiment, c'est vraiment plutôt orienté formation continue. Hein. Et même si on a une partie non négligeable de formation initiale. Et voilà. Donc, et si tu prends sur, je pense, 2-3 ans, il y a à peu près peut-être 70-80 formateurs actifs, tu vois. Sur une quarantaine de formations qui sont destinées et en intra-CHU et en extra-CHU. Donc on fait aussi de la formation pour d'autres organismes de santé sur le territoire. Mec, trop bien. Est-ce que tu me permets de faire un petit résumé des sujets qu'on a abordés avant de te donner le mot de la fin? Bien sûr. Moi, je suis ravi de t'avoir eu, et puis une fois de plus, probablement qu'il faudra compléter par une conversation numéro 2 parce qu'on peut pas balayer comme ça les neurosciences, les émotions. Mais moi, je suis ravi que les gens entendent on ait une expertise
à ce niveau-là du côté de La Réunion. Moi, je répète de ce que j'ai retenu de notre conversation que la bonne modalité pour la bonne simu, ça reste quelque chose qu'il faut avoir en tête dès le départ de son projet, qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un soignant pour être un expert en simulation. Il n'y a pas de polémique là-dedans. C'est un constat que je fais quasiment quotidiennement maintenant, notamment quand je pars à l'étranger. Les neurosciences, j'ai bien compris, Médéric, que c'était compliqué, mais qu'on a de quoi faire des mesures sympas chez nous, dans un laboratoire de simu, et que, notamment sur les émotions, on peut faire de belles mesures, et c'est pas juste fancy, faire des belles mesures pour faire des belles mesures. On va probablement avoir des données qui vont nous permettre d'améliorer nos programmes de formation. Et donc, on y trouve finalement un usage sérieux de l'intelligence artificielle, plutôt qu'un usage classique type LLM, où on s'amuse avec des chatbots, même si ça a son utilité. Et que vous êtes en pleine expansion, notamment avec ce projet hospitalo-universitaire qui va nous ramener 3000 m². Alors là, 3000 m² d'espace pédagogique, on va pas être loin de ce qu'il y a de plus grand en Europe, hein, probablement même au-delà. Enfin, je crois que c'est Brno en République tchèque, qui est un des plus grands d'Europe, mais on doit pas être loin. À mon avis, 3000 m², c'est la discussion que j'avais eue avec Younes. Bon, qui a l'espace le plus grand, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait ? On verra bien ce qui se passe à La Réunion. En tout cas, pour ceux qui veulent s'installer là-bas, sachez qu'il y a un beau projet de simulation avec Médéric et toute sa bande. Médéric, à qui je laisse le mot de la fin. Est-ce que tu ferais pas un peu le vieux briscard à donner un conseil à quelqu'un qui débarque dans la communauté simulation pour terminer cette conversation ? Bah écoute, ouais, il y a une petite réflexion comme ça, tu vois, en t'entendant aussi, et puis en ayant échangé avec toi, c'est finalement, est-ce que la simu c'est un outil ? Moi je dirais presque la simu, tu vois, c'est une culture. Et je pense que pour les passionnés de simulation, on se rend compte que finalement la simu c'est une culture. En tout cas, moi c'est un petit peu l'idée que je m'en fais au fur et à mesure du temps. Et puis, si c'est une culture, on peut dire il faut cultiver, et principalement, je dis pour tous les nouveaux, votre curiosité. Et puis, comme c'est un domaine qui est, tu vois, où il y a plein de domaines qui sont sous-jacents avec l'humain. Donc, on peut parler de toutes les sciences qui peuvent permettre de comprendre l'humain. Finalement, la simu, ça permet ça aussi. Des sciences du vivant, mais aux sciences humaines. Donc là, on balaye large, hein. Et je pense que ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que intéressez-vous finalement à tous les outils qui vous permettent d'évaluer en tout cas ce que vous faites, donc votre action de formation. Et ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que in fine, on devrait toujours avoir une petite idée tu vois, on parle de retour sur investissement de la simu, et on devrait avoir toujours une petite idée de l'évaluation du retour sur investissement, que ce soit du temps, mais des ressources aussi qu'on met pour développer nos compétences, quoi. Ouais, Voilà, c'est presque le mot de la fin. toujours dans cette... Merci beaucoup. C'est toujours dans cette idée de pas faire ce qu'on risque de nous reprocher et qu'on nous reproche déjà, c'est-à-dire d'être un peu gourmand en ressources, notamment en ressources humaines. Donc oui, le retour sur investissement, c'est un calcul qu'il faut faire a priori maintenant. On le fait plus après. Et moi, dans certaines missions que j'ai eues auprès d'agences, c'est quelque chose qu'on nous demande maintenant, d'évaluer le retour sur investissement. Merci beaucoup, Médéric, d'avoir joué le jeu, de l'interviewer si bien. Merci, Fouad. C'était un bon moment. Ben écoute, avec grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir d'inviter à la fois les experts, et quand ils sont à la fois experts et copains, c'est toujours plus agréable. Merci à tous ceux qui ont pris ce temps pour écouter cette interview jusqu'à sa conclusion. On se retrouve rapidement pour un épisode suivant de SimMove, toujours avec un expert et passionné de simulation en santé. Au revoir tout le monde. Merci et bravo d'avoir suivi cet épisode du podcast SimMove. Si cet épisode vous a semblé utile ou instructif, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous rappelons à nos auditeurs que les opinions et les points de vue exprimés au cours de cet épisode et de ces discussions sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement ceux de SimZin et de l'équipe SimMove. À bientôt donc pour un nouvel épisode et comme toujours, merci de votre intérêt pour la simulation en santé.